Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. L'invité de notre émission, c'est Sylvie Nourricier, la fondatrice du réseau de crèches éco-responsables Les Petites Graines. Elle nous dira si le décret du gouvernement qui renforce l'encadrement des micro-crèches l'inquiète. Dans notre débat, on verra quelle stratégie la filière des énergies renouvelables met en place alors que les aides publiques françaises et européennes sont revues à la baisse. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Click et moi, solution d'accompagnement des clients éloignés du numérique. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Sylvie Nourricier. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice du réseau de micro-crèches Les Petites Graines. Tiens, déjà, c'est quoi une micro-crèche? Qu'est-ce qui définit une micro-crèche? Alors, une micro-crèche, donc, c'est un établissement d'accueil de jeunes enfants. Sa particularité, c'est le nombre d'enfants accueillis, entre 10 et 12 enfants par Pas crèche. Plus. Non. D'accord. 10 et 12 enfants. Et les Petites Graines, c'est quoi? C'est un réseau, c'est des franchisés, c'est quoi le principe? C'est beaucoup de choses en fait. Les Petites Graines, donc c'est un réseau de micro-crèches avec 6 crèches en propre. Et puis on a ouvert ça à d'autres porteurs de projets, d'autres personnes qui ont envie elles aussi de créer une micro-crèche et on les invite à le faire sous la marque et sous l'enseigne Les Petites Graines. Donc on les accompagne pendant tout le parcours de création et de gestion. Donc c'est une franchise qui grandit, on peut dire ça comme ça. Alors c'est quasiment une franchise, c'est une licence de marque, bon, mais voilà, c'est ça. Ça ressemble à une franchise. Et forcément, qui dit micro-crèche dit question d'actualité sur ce décret qui met fin en partie au régime dérogatoire des micro-crèches. Il a été signé le mois dernier, il rentrera en vigueur en septembre 2026. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors, ce décret, il était à la fois attendu et craint. On dérogeait depuis la phase d'expérimentation des micro-crèches de 2007, parce que la création des micro-crèches remonte à 2007. Et donc, on dérogeait à un certain nombre d'obligations, notamment en termes d'encadrement. Donc là, nous sommes maintenant logés à la même enseigne que les autres structures d'accueil de jeunes enfants, à savoir 2 personnes systématiquement pour accueillir les enfants. C'est ce que vous ne faisiez pas. Si on prend votre cas particulier, les Petites Graines, quel taux d'encadrement vous garantissiez aux parents qui viennent chez vous avec leur bébé? Déjà, notre obligation légalement, c'est un adulte pour 3 enfants. D'accord. Et dès que le 4e arrive, il faut obligatoirement une 2e personne dans l'équipe. Donc moi, mes horaires d'ouverture, c'est 7h30, 19h30. C'est une grosse amplitude horaire. Donc de 7h30 à 8h, j'avais une professionnelle seule parce que j'avais 1 voire 2 enfants. D'accord. Et puis ensuite, le soir, de 19h à 19h30, il n'y en avait plus qu'une. Parce que exceptionnellement, il y avait un enfant qui était là jusque 19h30. D'accord, donc vous adaptez aussi en fonction des horaires et du nombre de bébés dans la journée qui vont être présents dans la crèche. Là, vous avez 18 mois pour vous adapter, donc ça veut dire que ça ne va pas être si compliqué que ça? Alors, pour moi, c'est pas très compliqué parce que j'avais déjà un gros taux d'encadrement. J'avais beaucoup de personnel. Donc, à une demi-heure près le matin et le soir, ça va pas changer. Mais il y a aussi une question de niveau de qualification du personnel qui rentre aussi dans ce décret qui a été signé en avril dernier. Oui. C'est là où ça a fait grincer les dents. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un sentiment d'injustice pour les professionnels de la petite enfance qui ont un CAP petite enfance. Et en fait, ces titulaires du CAP ne pourront pas rester seuls avec des enfants. Alors qu'une auxiliaire de puériculture ou une éducatrice de jeunes enfants, elle peut le faire. Et donc, c'est vécu comme une injustice par celles et ceux qui ont ce CAP. C'est vécu comme une injustice et puis elles ont l'impression qu'on a dégradé leur diplôme. Alors, je vous ai invité parce que vous mettez en place un certain nombre d'actions pour limiter l'impact de vos crèches. Par exemple, on va démarrer par ce qui est évidemment central dans une crèche, les couches culottes. Vous avez choisi des couches lavables.
Pourquoi? Alors, il faut considérer qu'un enfant va émettre environ 1 tonne de déchets jusqu'à... avant d'être propre, 5000 couches jetables avant d'être propre, ça représente 1 tonne de déchets. Alors, si vous multipliez ça par 10 ou 12 enfants par crèche fois 6 crèches, ça commence à avoir un sérieux impact, tout en sachant que ces couches jetables qu'on met dans la poubelle, elles sont soit incinérées, soit enfouies. Ouais. Il n'y a pas d'autre solution de traitement de ces déchets-là. Il y a quelques entreprises qui commencent à essayer d'en faire du compost, etc. etc. Bon, bref, c'est pas si simple. C'est très compliqué, ouais. Donc, et en plus, il faut énormément d'eau pour fabriquer les couches. Donc nous, on a pris la décision de passer donc, aux couches lavables, mais en étant très attentive à ce que ça ne représente pas une charge de travail ni une charge mentale supplémentaire pour les professionnels de nos crèches. Donc ça suppose une logistique dédiée à ça, j'imagine. C'est ça. J'ai une personne qui, tous les jours, fait sa tournée pour récupérer les couches sales et ramener les couches propres de la journée dans chaque structure. D'accord. Et donc c'est une couche, pardon, je pose des questions vraiment de Béotia, mais une couche lavable, c'est réutilisable combien de fois? Comment vous... Parce qu'il y a un modèle économique aussi, comment vous rentabilisez tout ça, quoi? On considère qu'elle peut avoir une durée de vie d'à peu près 3 ans. D'accord. Oui, donc mais elles sont examinées j'imagine. Est-ce qu'elles sont meilleures pour la santé des bébés aussi? Alors, il y a clairement des études qui avaient été faites sur la composition des couches jetables qui étaient quand même pas clean. En fait, il n'y a rien dedans. Ce n'est que du tissu. Il n'y a aucun produit chimique, il n'y a pas de perturbateur endocrinien, il n'y a rien de tout ça. Donc, en termes de santé... Aucun souci, aucun risque. Alors, autre action, autre levier pour améliorer l'impact de vos crèches sur les repas des bébés. Quelle nourriture vous leur proposez? Quel choix vous avez fait? Alors, quand on est aux couches lavables, vous imaginez bien que la nourriture, ça ne peut être que du 100% bio. Ça a du sens. On a un fournisseur donc dans les Hauts-de-France qui ne travaille quasiment qu'avec des producteurs locaux et qui ne fabrique que des repas pour les enfants en crèche et qui est 100% bio. Ça veut dire que vous avez banni les petits pots de l'industrie agroalimentaire? Complètement. Dès le début? Alors, on a un stock, ce qu'on appelle un stock tampon. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si le livreur a un problème, une panne de camion sur la route qui ne peut pas livrer. Il faut quand même nourrir les bébés. Voilà. De pots, d'assiettes, etc., mais qui sont elles aussi 100% bio. D'accord. Donc voilà. Mais sinon, c'est en liaison froide. Donc ce sont des repas frais livrés tous les jours. Est-ce que vous disiez le réseau grandit avec une licence de marque, etc. Est-ce que vous tenez aussi cet objectif ailleurs que dans les Hauts-de-France, votre berceau d'origine? Alors, pour moi, c'est indispensable de garder tout ce concept lié à une consommation vertueuse, en tout cas vertueuse, mais qu'on réfléchit. On ne peut pas toujours tout faire très bien, mais on fait du mieux qu'on peut. C'est l'idée du colibri qui fait sa part. Donc nous faisons notre part. Et c'est pour ça en fait qu'on reste dans les Hauts-de-France. On ne va pas aller s'étendre au niveau national parce que les Hauts-de-France est une région que je connais bien. Je connais les politiques locales. Je connais aussi les habitudes des parents, des familles. Et c'est ma zone de confort, oui, clairement. On ne va pas se le cacher. On continue. Donc on a parlé des couches, on a parlé des repas. Sur les produits d'hygiène, les produits d'entretien, là aussi, il y a un levier évident. Alors moi, je vais penser, on a parlé des déchets. Par exemple, les déchets plastiques, comment vous réduisez la part de déchets plastiques dans vos crèches? Alors, toutes les crèches sont soumises à des règles d'hygiène, vous imaginez bien, assez drastiques. Et on a pendant des années utilisé tous les produits chimiques possibles, imaginables pour désinfecter. Il faut que les sols soient désinfectés. Voilà. Sauf que moi, c'est des produits, par exemple, qui me réussissent pas. Il y a certains produits, je sais très bien qu'ils ont été utilisés et je suis pas sûr qu'ils me fassent du bien. Donc pour des bébés... On est bien d'accord. Et les bébés sont encore plus sensibles que nous. Parce qu'ils sont ras du sol. Ils sont au sol. Ils sont au sol, c'est vrai. Exactement. Et alors, moi, il y a quelques années de ça, j'avais déjà des produits qui étaient éco-cert, bio, écolo, enfin bref, avec un tas de labels, et qui étaient concentrés. Et donc, on les remplissait dans un contenant.
Et en remplissant le contenant, j'ai une salariée qui a été brûlée. Le produit a traversé le t-shirt et lui a brûlé la peau. D'accord. Et ce produit était labellisé contact alimentaire. Et on lavait les sols avec ça. Et je me suis dit, même si on le dilue beaucoup, etc., comment ce produit qui arrive à brûler à travers un vêtement la peau de ma salariée peut réellement ne présenter aucun danger? Donc vous l'avez remplacé par quoi? Donc on a tout arrêté. Oui. Du jour au lendemain, je suis allée chercher des solutions simples, comme le vinaigre qui a été reconnu comme un biocide, qui est un fongicide, du savon noir, enfin bref, les choses de grand-mère, finalement, qui marchent très bien. Et puis, on ne va pas s'arrêter là. On a des produits de bonne qualité, naturels, et il y a toujours la question du plastique, avec tous ces bidons, ces contenants qu'on utilise et qui prennent énormément de place aussi dans nos armoires. Donc, en fait, j'ai aménagé une centrale d'achat dans un des garages qu'on avait d'une des crèches. Et là, en fait, on travaille avec un fournisseur français de produits naturels aussi pour l'entretien de la crèche, mais aussi pour les cosmétiques qu'on utilise pour les enfants. Et en fait, on est livré en fût de 20 kilos. Et vous remplissez. Et on remplit. D'accord. Voilà. C'est du vrac. C'est exactement ça, c'est la centrale d'achat en vrac. Merci beaucoup Sylvie Nourricier. Bon vent à vos petites graines. On passe à notre débat, la croissance des énergies renouvelables en question. On parle des énergies renouvelables dans le débat de ce Smart Impact avec Antoine Huard. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, directeur général de Verso Énergie. Et Pierre Germain, bonjour. Bonjour. Associé, cofondateur de eCube Stratégie Consultante. Quelques mots de présentation pour commencer. Verso Énergie. Verso Énergie, déjà merci pour votre invitation. Verso Énergie, c'est un énergéticien dont l'ambition est de décarboner les secteurs qu'on juge impossibles à décarboner, notamment l'industrie, le transport aérien ou maritime, et de faire ça en connectant la production d'électricité renouvelable, qui est abondante, compétitive, et la production de molécules de synthèse, c'est-à-dire des molécules comme l'hydrogène ou les carburants synthétiques qui peuvent demain remplacer les carburants fossiles ou les produits fossiles qui servent dans l'industrie et dans le transport aérien et maritime. Même question pour eCube, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil, c'est ça, dédié à un certain nombre d'enjeux, notamment l'énergie? On est un conseiller en stratégie, on est une cinquantaine de consultants, on est à Paris, Lausanne, Bruxelles, Londres. On existe depuis une quinzaine d'années et on accompagne effectivement les entreprises du secteur de l'énergie, des différentes filières, dans l'ajustement de leur stratégie à la nouvelle réglementation, aux nouvelles perspectives de développement de leurs activités. On accompagne également des entreprises dont le métier n'est pas de produire ou d'acheminer de l'énergie, mais de la consommer, et on les aide à mieux consommer l'énergie, à se décarboner. Avec, on va commencer par là, un constat d'inflexion, on va dire ça comme ça, Antoine Huard, dans les politiques publiques. Si je commence par le niveau européen, est-ce que vous diriez, alors évidemment on en parle beaucoup de la globalité du Green Deal, du Pacte Vert, on a beaucoup parlé de ça en matière d'agriculture, mais est-ce que vous dites qu'il y a moins d'ambition européenne aujourd'hui ? Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'effectivement la politique énergétique, elle est toujours une sorte de balancier entre trois objectifs qui peuvent paraître contradictoires, mais qu'il faut parvenir à concilier. C'est la résilience, l'autonomie énergétique, l'indépendance énergétique, le coût, il faut que ce soit compétitif, et puis bien sûr la décarbonation, il faut que ce soit conforme avec la trajectoire de décarbonation pour tenir les objectifs climatiques face aux dérèglements qu'on connaît bien. Et donc il y a parfois des moments où on met plus l'accent sur un des objectifs. Ça a été le cas dans la période post-Covid. Il y a eu un gros accent qui a été mis sur la décarbonation, et puis maintenant, avec la situation géopolitique qu'on connaît et la prise de conscience de l'impact sur notre industrie de la crise énergétique qu'on a traversée, eh bien un retour un peu de balancier vers effectivement la priorité économique. Donc la compétitivité. La compétitivité, la réindustrialisation. Donc c'est le Clean Industrial Act. Mais pour moi, c'est pas forcément incompatible avec la trajectoire de transition. Je ne vois pas ça ni comme un retour en arrière, ni comme un renoncement, mais plutôt comme un rééquilibrage
Et moi, je suis Mais personnellement... si on prend, pardon, j'interromps, si on prend l'exemple de la directive européenne CSRD, par exemple, on est quand même on appuie sur le frein. Ah oui, c'est Très clairement. Alors c'était peut-être trop compliqué, on a reçu beaucoup d'entreprises qui nous disaient 800 pages, on s'y perd. Bien mais sûr, et il y a eu des excès de complexité, mais si on regarde directive par directive, il peut y avoir des reculs par endroit, des avancées de l'autre. Ce qu'il faut regarder, c'est la situation globale, et où je ne crois pas qu'il y ait un renoncement d'ensemble. Et d'ailleurs, moi je suis même convaincu que si on veut la compétitivité, c'est bien les renouvelables et ces nouveaux développements énergétiques qui peuvent nous y conduire. Donc il faut justement essayer de réconcilier ce qui a souvent, malheureusement, parfois, on a une tendance à opposer, voilà, le développement des renouvelables et la compétitivité, en disant les renouvelables coûtent cher, le fossile coûte pas cher. En fait, c'est plus compliqué que ça. Les renouvelables, aujourd'hui, sont dans beaucoup de cas d'usage plus compétitifs que les énergies fossiles. Alors, il y a des explications, il y a des causes, Pierre Germain, notamment des raisons politiques. On peut parler, évidemment, des résultats des élections américaines, mais aussi des européennes au mois de juin dernier. Oui, absolument. C'est ce que les électeurs ont demandé d'une certaine façon. Voilà, donc les politiques s'infléchissent sous l'effet du résultat des élections. Et effectivement, les partis d'extrême droite portent des vues plus mesurées par rapport à ces politiques de mitigation environnementale. Et donc, ça se traduit par l'évolution de cette nouvelle Commission européenne, l'inflexion vers plus de compétitivité plutôt qu'une focalisation sur la décarbonation en tant que telle. Donc c'est la politique à la maille européenne, à la maille française. C'est évidemment un déclencheur majeur qui est l'élection de Trump aux États-Unis, qui a donné un signal. Alors c'est pas la cause primaire, mais c'est un accélérateur. Il a fait toute sa campagne sur le thème Drill, Baby Drill, donc relancer les forages, donc vive les énergies fossiles. Absolument. Ça doit quand même inquiéter le secteur des énergies renouvelables quand vous les conseillez, non? Alors absolument, parce qu'il fait de cette politique énergétique un vecteur de compétitivité des États-Unis au détriment de l'Europe, d'où la réaction européenne, donc une arme dans la compétitivité internationale, mais aussi vis-à-vis de la Commission, vis-à-vis de l'espace européen. On peut se dire également que c'est un levier pour lui, puisque l'espace européen cherche à se sevrer de consommation de gaz vis-à-vis de la Russie, mais que les Américains sont exportateurs de gaz. Donc, basculer d'un approvisionnement russe vers un approvisionnement américain lui donne un levier supplémentaire. Oui, effectivement. Dans les négociations sur les droits de douane, ça fait partie de ce que Donald Trump met dans la balance. On a parlé de la réglementation ou de l'inflexion au niveau européen. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Antoine Huard, au niveau français ? Par exemple, je me souviens d'avoir travaillé avec des entreprises de l'énergie qui attendent désespérément la loi de programmation pluriannuelle qui n'est toujours pas là, c'est ça ? Oui, elle n'est pas là pour des raisons qui, à mon avis, tiennent plus à la situation politique actuelle d'instabilité, d'absence de majorité, qu'à une réelle volonté de renoncement sur cette question. C'est également, je pense, attribuable à un phénomène assez franco-français qui est cet antagonisme entre nucléaire et renouvelable. On voit que cette PPE, on a aussi du mal à l'accoucher à cause de cette opposition qui renaît régulièrement de ses cendres. Il avait disparu cet engagement. Il avait disparu parce qu'on a traversé une crise énergétique où tout le monde a compris à ce moment-là, en tout cas on pouvait espérer que tout le monde comprenne définitivement qu'on a besoin des deux, qu'on a besoin de nucléaire, qu'on a besoin de renouvelable. Maintenant que cette crise énergétique est quand même derrière nous au sens où on n'est plus en situation de pénurie électrique, mais au contraire en situation de surcapacité électrique, certains peuvent avoir tendance à dire maintenant on n'a plus besoin d'un tel ou on n'a plus besoin d'un tel. Alors qu'en réalité, on n'est qu'au début de cette transition énergétique qui va passer par l'électrification. Et donc ce surplus électrique, c'est une richesse qu'on doit non pas considérer comme un surplus à couper, mais au contraire comme un pilier pour nous permettre demain d'électrifier davantage, de réindustrialiser le pays et de produire si on reprend l'exemple des molécules de synthèse, de produire des carburants qui vont remplacer les importations fossiles. Et Pierre évoquait le gaz tout à l'heure, mais il y a tout ce qu'on importe de manière fossile. Notre électricité peut nous permettre demain de nous en affranchir. Il y a une autre, alors on a parlé des raisons politiques, mais il y a les raisons économiques aussi, Pierre Germain, parce qu'on est, alors là je reste focus sur la France, mais on est quand même dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, pour ne pas dire une équation impossible. Est-ce que ça impacte aussi les politiques de financement de la transition énergétique et notamment des énergies renouvelables ? Alors, c'est le sentiment que donnent les derniers arbitrages, effectivement, cette équation entre financer les retraites, l'effort de guerre, le modèle social français et la transition énergie-climat
de toute évidence, on n'a pas les moyens, il faut faire des choix, et ces choix se font aujourd'hui, malheureusement, au détriment du futur. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est en train de ne pas se passer, si je peux poser la question de cette façon-là? On a évoqué effectivement les retards pris par l'adoption de la PPE. On parle de 2 ans de retard. Cette PPE, elle devait être en vigueur début 2024, donc votée en 2023. On est 2 ans plus tard. C'est une obligation législative, c'est une loi que s'impose la France. D'autres choses plus concrètes, c'est les déclarations sur les objectifs de déploiement de renouvelables électriques en France par le gouvernement, plus récemment par la Commission de régulation de l'énergie, qui n'est pas une instance politique, mais qui traduit le fait qu'effectivement, il n'y a pas un décollage suffisant de l'électrification. La consommation électrique est à peine revenue, encore en retrait par rapport à la période pré-Covid. Donc là où on envisageait pour décarboner un basculement sur l'électricité, les consommations d'électricité, la consommation ne suit pas. Et donc les perspectives de production de nouvelles capacités électriques renouvelables ne se justifient plus. Et donc la CRE en tire les conséquences et suggère une réduction des objectifs. Et donc ça a un impact direct sur les entreprises qu'on accompagne. Est-ce que, je vous entendais au début de l'interview être relativement optimiste sur le côté européen, est-ce que vous dites que c'est un repli conjoncturel? Oui, parce que quand on regarde la situation mondiale, les renouvelables ont clairement une dynamique qui va être impossible à arrêter. Ça s'impose pour des raisons de compétitivité. Le surcoût qu'on constate, il est lié à une imperfection de notre système. On fait porter au budget de l'État le coût des renouvelables alors que ça n'a plus vraiment de sens. Il y a une demande des industriels pour acheter de l'électricité renouvelable et on leur dit non, les parcs renouvelables doivent passer par des appels d'offres de l'État qui vont être portés par des lignes budgétaires et la facture avec une contribution sur la facture. Donc vous avez d'un côté les prix qui baissent parce qu'il y a trop de renouvelables et de l'autre les factures des gens qui augmentent. Tout ça ne peut plus durer. En revanche, dans le monde, les renouvelables avancent. Il y a 600 gigawatts qui ont été raccordés l'an dernier, c'est plus 33% par rapport à l'année précédente. Il y aura 700 gigawatts cette année d'après les estimations. Il n'y avait même pas un gigawatt en 2006-2007. Donc vous voyez qu'on est dans une progression exponentielle. La France ne va pas faire exception à cette règle. Donc la question, c'est est-ce qu'on y va ou avec un mécanisme de marché et de financement de ces renouvelables qui est adéquat, ou est-ce qu'on reste, je dirais, enfermé dans nos luttes franco-françaises nucléaires versus renouvelables qui nous font perdre beaucoup de temps? C'est quoi la réponse de la filière face à ce repli qui est sans doute, je suis assez d'accord avec vous, conjoncturel? Donc effectivement, on peut peut-être être positif à long terme, mais à court terme, il y a des ajustements nécessaires pour les entreprises parce qu'il y a concrètement, effectivement, une baisse de l'engagement de l'État auquel il faut pallier. Donc si on prend l'exemple de la production d'électricité renouvelable, les mécanismes de soutien qui allaient directement à l'achat par la puissance publique de l'électricité doivent se susciter par une vente auprès de consommateurs finaux. Donc on s'engage dans le marché à trouver des clients directement. Les efforts doivent porter sur l'efficacité opérationnelle de l'exploitation de ces parcs. Ça a longtemps été négligé. La plupart des développeurs de champs solaires, d'éoliennes, l'enjeu opérationnel d'efficacité était dans le développement le plus rapide possible de capacité, sécuriser du foncier. Aujourd'hui, il faut exploiter efficacement, réduire les coûts. Sur la recharge de véhicules électriques, c'est aujourd'hui peut-être en éloignement de l'horizon auquel la vente de véhicules à moteur thermique sera interdite. Et donc le plan de déploiement des bornes doit être ajusté en tant que tel. Donc il faut réviser les plans de déploiement. C'est aussi des opportunités d'ailleurs pour les entreprises. Si je reste sur le champ Dernier mot très rapide. Des opportunités de consolidation, il y a des acquisitions à faire pour gagner aussi en efficacité grâce à une taille plus importante des effets d'échelle. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant et je vous dis à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Aaron Teboul, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de Cliquez-moi, vous l'avez créé en 2021. Avec quelle idée, c'était quoi le déclic? Alors, le déclic, c'était d'accompagner les Françaises et les Français sur les fondamentaux du numérique. Et avant de rentrer un peu plus dans le cœur du réacteur, permettez-moi d'introduire le contexte et nos deux grandes missions. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la fracture numérique grandit de jour en jour. On a 16 millions de personnes en situation de fracture numérique, donc complètement exclues, qui ne savent pas aller sur Internet. 8 millions de seniors.
Mais face à ça, on a aussi une accélération brusque de la digitalisation de tous les services essentiels. On parle de la santé connectée, la carte vitale qui s'est dématérialisée. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que le numérique s'est invité un peu brusquement dans la famille avec le cyberharcèlement, l'usage abusif des réseaux sociaux. Et je parle même pas des fraudes, où aujourd'hui c'est un Français sur 2 qui se fait encore piéger. Mais ce qu'on voit, c'est que le numérique a aussi un impact fort sur les entreprises et les administrations. En fait, tout simplement, aujourd'hui, il y a de nombreux clients qui ne savent pas utiliser leur espace client et leur application en ligne. Et ça représente un coût de gestion opérationnelle énorme. Et donc vous proposez des services aux entreprises pour les aider à réintégrer ceux qui souffrent de cette fracture numérique? Exactement. Alors chez Click et Moi, donc notre modèle c'est du B2B2C. En réalité, on vend donc nos services en ligne ou en présentiel à des banques, des assurances, des mutuelles, des opérateurs, des collectivités, des départements pour proposer à leurs administrés, assurés, clients, adhérents des solutions. Et donc on a 3 types de solutions clés avec la cerise sur le gâteau, c'est de l'intergénérationnel. Des ateliers numériques dans 300 villes en France, animés par des jeunes et des étudiants de 18 à 30 ans que nous sélectionnons, formons et nous rémunérons. L'Académie Click et Moi, qui couvre ici les sujets de santé connectée avec de l'intelligence artificielle et du support instantané. Et puis notre dernière solution qui connaît la plus forte traction qu'on n'a jamais vue chez Click et Moi depuis 10 ans, c'est Click et Moi Prévention autour de ce sujet de cybersécurité avec Ernest, le premier compagnon IA de prévention cyber. Ernest, il marche comment? Alors Ernest, en fait, ce qui est génial, c'est c'est un compagnon qui accompagne sur tous les types de fraude. Et donc concrètement, je peux lui transférer un mail ou un SMS. Il me répond immédiatement, est-ce que c'est une arnaque ou pas ? Pourquoi et surtout que faire. Aujourd'hui, il y a un énorme trou dans la raquette en termes de prévention cyber, mais Ernest, il va aussi bien plus loin que ça. Il est capable d'accompagner sur des mises en situation, de faire des audits personnalisés, des check-ups de sécurité. Il a un mode protéger ma famille, justement avec ces sujets de cyberharcèlement, de comment accompagner ses proches sur la cybersécurité. Et autour d'Ernest, on a la Cyber Academy avec des modules de formation, des webinaires en direct animés par des experts. Des quiz, voilà. Vous avez dit, ça fait depuis 10 ans, le plus grand travail, parce que c'était une association avant d'être une entreprise, c'est ça, Click et Moi? Exactement. En fait, Click et Moi, c'est un projet de vie, en fait. Mais vous aviez quel âge? J'avais 15 ans. Ok. C'est né de l'association Senior PC à Nice. Ça a commencé, j'allais dire tout simplement, mais pas tant que ça, finalement, en aidant ma grand-mère sur une tablette. Puis ses sœurs, ses amis ont voulu s'y mettre. Et là, j'ai compris qu'il y avait une vraie fracture numérique qui commençait. La pandémie n'a fait qu'accélérer. Et donc, depuis 2015, finalement, je baigne dans ce monde d'inclusion numérique et sociale. Vous avez été sélectionné par le Magazine Challenge parmi les 100 startups où investir en 2025. Déjà, bravo. Vous en voyez déjà les effets. Ça, je sais pas, déjà l'intérêt médiatique, vous êtes ici, mais peut-être des investisseurs? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on a été contacté par plusieurs business angels, des réseaux de business angels, des fonds d'investissement aussi, quelques-uns de l'étranger. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse énormément puisque c'est un sujet qui est porteur. La fracture numérique, elle fait que grandir. On a gagné 2 millions de personnes, ne serait-ce qu'en 2 ans. Et ce sujet de prévention cyber, comme je vous l'ai dit, ça connaît une traction forte. Et on sent que ça a titillé aussi l'oreille de beaucoup de partenaires financiers. Merci beaucoup Aaron Teboul et bon vent à Click et Moi. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billa, Alexis Mathieu et Juliette Milierina qui sont en charge de la programmation et de la production de nos émissions quotidiennes. Le réalisateur du jour, Théo Bosca, et l'ingénieur du son, Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, j'ai dit Théo Bosca, c'est Théo Bosca.